Bien, chers collègues, il est 19 heures. Donc je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil en rappelant, tout d'abord en remerciant le public présent et en remerciant les personnes qui nous suivent et nous écoutent depuis le site internet et le Facebook de la ville. C'est simplement, avant d'ouvrir la séance, de rappeler, pour que tout le monde puisse bien entendre, de bien parler devant le micro lorsque vous prenez la parole, et si vous le souhaitez, bien sûr, vous êtes tout à fait autorisé, le temps de parole, tout à fait autorisé à sortir le masque. Et vous aurez noté, j'en suis persuadé, le beau masque de Loulou Galdos, sans parler du pull, qui fait donc honneur, et de Claire, qui font donc honneur à Taureau Rose. Donc vous le garderez. Et Madame Saint-Pau. Il y a peu moins de roses, Madame Saint-Pau, sur votre masque. Non, rien, pardon. Bien, allez. Donc, tout d'abord les pouvoirs. J'ai le pouvoir d'Alexandra Lux à Cédric Larvieux et de Monsieur Makoviak à Jacques Schneider. Les pouvoirs sont enregistrés. Je me dois, comme d'habitude, de désigner un ou une secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Merci Jean-Yves Sauréan de cette candidature spontanée. Pas de problème pour notre secrétaire de séance? Merci beaucoup. Bien, nous abordons l'ordre du jour en commençant par le compte rendu du conseil précédent. Y a-t-il des observations sur ce compte rendu? Pas de problème, on peut le considérer comme adopté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Nous passons donc au règlement intérieur du Conseil que va nous présenter, j'en suis persuadé, de manière synthétique, Yves Trézière, que je remercie beaucoup, ainsi que les services pour avoir travaillé sur ce sujet. Yves. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc le nouveau règlement intérieur du conseil municipal, je vous rappelle que selon la réglementation, les communes sont obligées de réviser leur règlement intérieur et de le voter dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Nous avions un règlement intérieur qui datait un petit peu de la mandature d'avant, voire d'avant. Et donc nous avons fait un travail avec les services en plusieurs étapes. Une première étape qui a consisté à toiletter l'existant, notamment en regard de nouvelles lois qui ont pu être mises en application entre la période de l'ancien début du règlement intérieur et aujourd'hui. Nous avons ensuite soumis ce règlement intérieur à des associations spécialisées pour pouvoir voir ce qui se faisait aujourd'hui dans les territoires. Et puis nous l'avons comparé de façon assez exhaustive avec d'autres règlements intérieurs de communes de taille à peu près identique. On a donc rebâti ce règlement intérieur en 2 étapes internes. On a proposé un premier brouillon il y a plus d'1 mois dans la commission administration-finance qui a eu lieu à titre d'essai, que nous avons regardé avec la majorité et l'opposition. On a refait des commentaires, on a resoumis cette nouvelle version aux associations compétentes ou aux organisations compétentes pour vous présenter ce soir la version finale que nous avons sur laquelle nous avons donné un avis favorable lundi en commission administration-finance. La première nouveauté dans ce règlement intérieur est surtout d'y avoir ajouté une table des matières qui rend le règlement intérieur beaucoup plus lisible en 7 chapitres. Le premier chapitre, les réunions du Conseil. Chapitre 2, la tenue des séances. Le chapitre 3, les débats et les votes des délibérations. Le chapitre 4, les comptes rendus des débats et des décisions. Le chapitre 5, les commissions et bureaux municipaux. Le chapitre 6, le droit des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Et puis les dispositions diverses. Voilà, j'invite ensuite tout le monde qui est intéressé aux détails à aller le consulter ultérieurement. Je ne vais pas vous en faire une lecture exhaustive, mais sachez qu'il est assez compact, il tient en 9 pages, ce qui est largement suffisant pour bien fixer le cadre de nos travaux ici autour de cette table, tout en sachant qu'il n'a pas pour objet de reproduire l'ensemble de la loi qui est beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus longue. Voilà.
Très bien, merci. Tu l'as précisé, donc ça a été vu par la commission administration générale, c'était lundi soir. Je pense que ça n'a pas soulevé de point particulier. Est-ce que vous avez des observations sur ce dossier? Pas de problème? Bien, bien écoutez, je vous invite à délibérer et à l'adopter. Monsieur le maire. Oui, Oui. Pardon, monsieur Calès. Excusez-moi. Oui, on a discuté un petit peu sur un sujet de... s'il y avait une scission de la majorité ou de l'opposition, chaque parti serait coupé en deux. Donc on a parlé un peu de ça, avec la difficulté s'il y avait par exemple 3 groupes d'opposition, ou 3 ou 4 ou 5 groupes dans chaque opposition-majorité, ça obligeait à faire une étendue du document qui aurait été trop important. Donc on en a pas mal parlé, on a convenu que pour l'instant, faute de mieux, on gardait la solution actuelle qui était d'avoir une part égale à la majorité et à l'opposition. Oui, Yves. Oui, effectivement, on a débattu de ce point, on l'avait revu. On a eu du mal, y compris dans beaucoup d'exemples, à bien rédiger l'article 23, qui est effectivement la répartition des espaces dans les diverses publications, puisqu'on ne connaît pas à l'avance l'ensemble des groupes qui seront présents dans le temps. Donc il peut y avoir des décisions dans la minorité, il pourrait y avoir aussi dans la majorité, et on ne connaît pas le nombre d'espaces. Donc on a convenu d'avoir une rédaction qui tenait en compte de la situation actuelle, qui était une répartition à juste équilibre entre les deux groupes. Si dans le futur, il y avait des mouvements dans les 5 années à venir, on envisagerait peut-être une dérogation au règlement si c'était nécessaire. Voilà. Oui, juste 2 éléments. Un règlement, comme tous les règlements, n'est pas figé dans le marbre. Un règlement, ça évolue. Et donc, si ce cas de figure venait à se produire, eh bien, nous verrions le moment venu. Merci pour cette précision. Pas d'autres observations? Donc je soumets ce dossier à votre approbation. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour ce vote unanime. Et merci à Yves au service. Nous continuons avec Yves toujours sur... Alors donc là nous abordons 2 dossiers qui ont déjà été vus par le conseil communautaire et donc qui arrive maintenant devant le conseil municipal. Le premier, c'est la contribution donc de la commune à la communauté, donc s'agissant des droits de mutation. Et Yves va rappeler la règle. Oui, c'est surtout la contribution de la communauté de communes et par voie indirecte de la commune à l'établissement public foncier local des Landes, le PFL, qui est basé effectivement sur un taux qui prend en compte la moyenne des 3 dernières années des droits de mutation dans le périmètre de la communauté de communes. Donc le max adhère à l'EPFL et pour le PFL, il reçoit 8% des droits de mutation en moyenne des 3 dernières années. L'objectif, je vous rappelle, de l'EPFL, c'est de faire du portage financier d'opérations particulières pour les communes, portage qui s'inscrit dans des opérations de type logement ou de type préemption et qui permet pendant les 5 ans où le PFL porte le bien à la commune de ne pas payer d'intérêt. Donc en fait on loge le bien dans le PFL pendant un certain temps et puis ensuite on le récupère à la fin si on l'a toujours, ce qui s'est produit sur 3 opérations antérieures. Voilà, donc le Max a délibéré dans son dernier conseil communautaire sur le montant de la contribution 2020 basée sur les moyennes antérieures. Pour Max, va payer à l'EPFL 468 684 € pour l'ensemble de ses communes. Et puis ensuite, de ces 8% de moyenne globale, chaque commune va reverser à peu près un tiers, c'est-à-dire, j'ai plus le taux en tête, excusez-moi, de 67% de ce montant à Max. Donc la commune de Capbreton, l'objet de la délibération de ce soir, c'est de payer les 37 553 € à la communauté de communes qui elle-même a payé 112 659 € au titre de notre contribution. Voilà. Donc on n'en paye qu'un tiers de cette somme. Le portage financier, je ne l'ai pas dit, est d'un maximum de 5 ans quand on fait des opérations particulières. On vient juste de récupérer 2 petites parcelles qui avaient été mise en acquisition lorsqu'il était envisagé que le centre Leclerc se déplace vers la ZACOM. Donc il y a 2 petites parcelles sous le parking qui viennent de rentrer dans le patrimoine le mois dernier, voilà, en utilisant le PFL. Très bien, merci Yves. Comme je le disais, c'est un dossier sur lequel les conseillers communautaires ont déjà délibéré. Est-ce que vous avez donc des questions, des observations sur ce dossier? Bon,
la règle, somme toute, est simple, hein, au-delà un petit peu de la délibération. Yves l'a dit, c'est le PFL, c'est un outil de portage foncier et financier au service des communes lorsqu'elles souhaitent réaliser des acquisitions foncières ou immobilières. Ce n'est pas un passage obligé, c'est une possibilité. Et la règle, donc, c'est que le PFL est alimenté par un prélèvement qui est fait sur une moyenne des droits de mutation établis sur les 3 dernières années, à laquelle participe la communauté à hauteur de 2/3 et les communes à hauteur d'1/3. Voilà, tout simplement. Et vous aurez noté, dans le tableau qui est joint, le montant important des droits de mutation sur Cabreton. Pour ne pas dire très important. Alors, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien, évidemment, pour le budget de la commune, quoique ce soit une ressource qu'il est toujours très difficile d'appréhender quand on bâtit un budget. Donc, ce sont des ressources volatiles, mais qui pour autant, depuis quelques années, se situent et se maintiennent plutôt à des niveaux très élevés. Donc ça, c'est le bon aspect, mais le mauvais aspect, c'est que ça traduit bien sûr la cherté des prix. Et ça, c'est nettement moins bien. Parce que le montant que vous avez là, 1 400 000 €, c'est le résultat à la fois du nombre de transactions, mais aussi du prix des transactions. Et on peut effectivement, on a là, je dirais, une illustration financière de la cherté des prix ici à Cabreton, mais je crois comme sur toutes les communes littorales, c'est pas propre à Cabreton, regardez Sors-sur-Segor, mais qui effectivement doit nous interroger. Voilà. Le petit commentaire que je souhaitais faire. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a donc pas d'observation? Donc, sur ce dossier, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On continue toujours avec Yves sur la répartition des produits des forfaits de poste stationnement. Nous parlons bien là des forfaits des FPS, des forfaits de poste stationnement, et non pas des produits du stationnement réglementé. Yves. Oui, donc de par le Code général des collectivités territoriales, on est obligé de fixer une convention entre la commune et la communauté de communes au titre de ces FPS. Il est convenu dans la convention avec Max que 50% des recettes du FPS restent à la commune et 50% aillent à la communauté de communes, à Max. Pour 2019, les recettes du FPS sont de 54 741 €, mais de ces recettes, on doit en déduire l'ensemble des coûts de mise en œuvre de ce FPS, et donc les coûts de l'année dernière étaient supérieurs aux recettes, ce qui fait que pour cette année, en 2020 au titre de 2019, nous n'avons pas de reversement à faire à Max. Voilà. Parfait, merci Yves. Des observations, des commentaires, des questions? Non? Bien, donc je soumets ce dossier aussi. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous passons, ou nous revenons sur le schéma directeur des eaux pluviales. Je fais référence à l'observation qu'avait justement formulée M. Larieux au conseil précédent, en notant que la place du rond-point n'était pas initialement prévue dans le schéma directeur, et donc on revient pour compléter celui-ci. C'est ça, Jean-Luc? Oui, merci, monsieur le maire. Avancez un tout petit peu. Il est en train de tout tirer. Non, raisonnablement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, ce dossier, nous l'avons déjà évoqué lors des conseils municipaux précédents. Vous savez qu'on doit déposer très prochainement un dossier à l'agence de l'eau pour obtenir les fameuses subventions de 70% du montant des travaux des 3 places que nous avons sélectionnées, donc c'est-à-dire la place des Basques, la place du Rond-Point et la place de la Marine. Alors pour ce faire, au dossier, il fallait absolument actualiser le schéma directeur des eaux pluviales, et donc c'est l'objet de la délibération de ce soir, donc actualiser les coûts, notamment sur la place des Basques et la place de la Marine, mais ajouter également la place du Rond-Point qui n'était pas intégrée au schéma directeur initial. Alors vous avez sur vos tables un ajustement, parce que dans le dossier qui vous a été envoyé,
nous n'avions pas inclus les frais de maîtrise d'œuvre, et après consultation de l'agence de l'eau, il s'avère que l'agence de l'eau prend aussi dans son périmètre de subvention la partie maîtrise d'œuvre. Donc c'est pour ça que vous avez sur les 3 montants concernant la place des Basques, la place du Rond-Point et la place de la Marine, un ajustement qui correspond à la maîtrise d'œuvre qui a été ajoutée. Voilà. Donc ça fait en tout 121 000 € de mémoire, il me semble, c'est ça. Et donc a été ajouté, et donc il sera pris en compte dans l'assiette de subvention de l'agence de l'eau. Et donc ce dossier est indispensable à joindre à notre demande de subvention qui sera déposée au plus tard le 30 octobre, de manière à pouvoir rentrer dans l'examen des dossiers, sachant que, comme vous l'avez évoqué la dernière fois, nous avons toutes les chances pour que ce dossier soit retenu. Merci, monsieur le maire. Très bien, merci Jean-Luc. Oui, je rappelle, on l'avait dit, précisé au dernier conseil, que si nous avons rajouté la place du Rond-Point qui, effectivement, n'était pas prévue initialement, c'était pour intégrer cette opération dans le cadre du schéma directeur en entier, et bien sûr pour bénéficier des 80% de subventions attendues de l'agence de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle on a un petit peu précisé le mouvement, si je puis dire. 70%. 70. Oui. Alors on ira peut-être à 80 avec la DETR. Alors peut-être qu'on ira à 80 avec la DETR. Simplement ce que je voulais quand même en rajouter, mais je l'avais déjà évoqué rapidement la dernière fois, donc nous aurons là un véritable axe entre ces 3 places sur patrimoine du front de mer qui sera complètement débétonné, revégétalisé, et franchement pour avoir commencé à examiner le détail du projet qui nous est proposé par la maîtrise d'œuvre, je pense qu'on aura vraiment quelque chose de très très bien et qui rentre complètement dans le programme d'écologie urbaine que nous défendons depuis le début. Voilà, ce sera aussi le travail des commissions sur ces projets. Tout à fait. Merci Jean-Luc. Y a-t-il des observations? Monsieur Calès, oui. Oui, j'ai fait une observation lors de la commission qui est légèrement hors sujet, mais je voulais quand même en parler là parce que j'aurais bien aimé que dans les mois à venir ce problème-là soit abordé. On a parlé des inondations dans la ZAC des Deux Pins, puisque je voyais qu'on faisait des systèmes de retenue d'eau. Donc récemment, on a vu qu'il y avait des gros problèmes là-dessus. Comme ça impacte l'image de Cabreton et les artisans qui travaillent dans Cabreton. Je sais que ce n'est pas de la responsabilité directement de la commune, mais ce serait bien qu'on ait une réflexion là-dessus, savoir comment on peut mener ou entamer avec Max des travaux d'aménagement sur la ZAC des Deux Pins pour essayer de résoudre une fois pour toutes ce problème qui impacte fortement les artisans qui disent que ce n'était pas une belle image de l'art. Donc je propose pas d'en débattre maintenant parce qu'il va y être encore tard ce soir, mais au moins de trouver le moyen qu'à une date ultérieure, on puisse dans une commission quelconque aborder ce sujet-là. Alors je vous rejoins dans vos propos, vous me permettrez d'en dire quelques mots lorsqu'on sera sur le rapport 2019 de Max. Hein, mais je vous rejoins tout à fait. Monsieur le maire. Monsieur Jean-Luc Acheur. Oui, si je peux me permettre, effectivement c'est un sujet également qui nous préoccupe. D'ailleurs un collectif d'artisans a adressé un courrier à monsieur le maire et également au président de Max. C'est un sujet un peu complexe, hein, vous connaissez ce dossier. Il nous faut à la fois travailler ce que la commune et Max peuvent mettre en œuvre rapidement pour régler le problème, mais je pense qu'il y a aussi un sujet qu'il faut qu'on examine, c'est la manière dont les propriétaires sur leurs parcelles traitent leurs eaux pluviales. Et je pense qu'il y a aussi un vrai problème à traiter, sachant que, comme vous le savez, la zone des Deux Pins n'a pas de réseau d'eau pluviale, donc il faut traiter sur place. Et donc on a affaire à un sujet complexe dans lequel à la fois Max et la commune doivent engager un certain nombre d'opérations qu'ils ont déjà faites pour partie, mais également un travail de proximité avec les artisans pour qu'ils traitent également leurs eaux pluviales sur leur parcelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux. Donc je voulais évoquer ce sujet tout à l'heure, mais puisqu'on y est, mais je vais confirmer ce qu'a dit Jean-Luc, c'est que c'est un vrai sujet, et on sait qu'on a de manière récurrente, lorsqu'il y a des épisodes pluvieux très intenses et soutenus, comme celui qu'on a connu durant ce week-end, des problèmes d'eau qu'on n'arrive pas à évacuer, faute de réseau. Je crois que nous avons là, c'est un petit peu un enjeu partagé entre la communauté,
partager avec la ville bien sûr, mais aussi qu'on doit partager en concertation avec les acteurs locaux qui sont sur zone, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire essentiellement les artisans. Et Jean-Luc Achard a bien fait de le rappeler, c'est vrai que ces phénomènes sont très très largement amplifiés par le fait effectivement que toutes les eaux pluviales des différentes parcelles qui sont très largement minéralisées se déversent sur la route, sur la voie publique. Et ça pose aussi un vrai souci. Et il y a aussi une réglementation qui existe et qui fait que chacun, que ce soit d'ailleurs un artisan ou un particulier sur une propriété privée, se doit de récupérer ces eaux pluviales. Voilà. Donc il faut qu'on se mette autour de la table pour le plus rapidement, avec les services de la ville et de la communauté et les acteurs donc de la zone, de pouvoir faire en sorte que c'est plus que des désagréments, parce qu'il y a beaucoup effectivement d'artisans qui sont très largement perturbés par ces épisodes, donc il faut impérativement corriger, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc sur ce schéma directeur, donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. On va changer tout à fait de sujet avec Céline Fournier et on va parler de transport scolaire. Bonsoir. Alors effectivement, on va parler de la délégation de compétences au niveau du transport scolaire avec Max. Donc pour faire un peu de contexte, on a en 2019-2020 sur l'année scolaire 23 élèves qui ont bénéficié du ramassage scolaire en destination du groupe Saint-Exupéry. Et parmi ces 23 élèves, il y en avait 4 qui résidaient à plus de 3 km de leur établissement. Donc pour information ou pour rappel, le transport scolaire est une compétence régionale qui a été déléguée à Max. Et donc ils prennent en charge le coût de transport des enfants qui habitent donc à plus de 3 km de leur établissement scolaire. Donc pour qu'on puisse continuer à assurer ce service au sein de la commune, Max a délégué le transport scolaire à Cabreton et par conséquent prend en charge le coût de transport des 4 élèves qui habitent un petit peu plus loin que les autres, comme je vous le disais juste avant. Alors pourquoi un avenant à cette convention? Tout simplement parce que la crise du Covid-19 nous a permis d'identifier des ajustements à faire sur cette convention. Et justement, notamment par rapport au jour où il y a une interruption de service et sur la participation financière de Max. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, mais en étant toujours très bref, la RTDL, qui était notre partenaire l'année dernière pour le ramassage scolaire, n'a pas pu faire son service de mi-mars à mi-mai, pour cause parce que les écoles étaient fermées, donc ça n'était pas de son fait, et nous étions tous confinés, et la convention qui nous liait à la RTDL prévoyait une indemnisation lorsque le service était interrompu pour une raison comme une pandémie. La convention avec la Max ne prévoyait pas ça, donc il fallait qu'on fasse un avenant. Et c'est l'avenant que vous trouvez donc en annexe juste derrière. Donc si vous le souhaitez, c'est la dernière page. Il y a le petit point 3.3 qui est le modalité d'exécution financière de la convention lors de l'interruption de service. Et ce qu'il faut, en fait, ce que ça dit en gros, c'est que lorsqu'il y a une interruption de service alors que c'est subi, pour n'importe quelle raison qui ne pouvait pas être prévue, la commune peut quand même demander son maintien de prise en charge si elle présente des justificatifs. Et en l'occurrence, c'est le cas puisque nous avons dû indemniser la RTDL sur cette période-là. Et en signant cette convention, cela nous permet donc du coup de baisser significativement le coût du fonctionnement du transport scolaire sur l'année 2019-2020, puisqu'il était initialement prévu à 22 797 € et que cela la ramènerait à 20 665 €. Très bien, parfait. Céline, pour la clarté des propos. Bon, est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur ce dossier? Non? Bien, écoutez, je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Après,
Nous avons donc une modification du tableau des effectifs. On en avait parlé déjà, je crois que c'était au précédent conseil, me semble-t-il. C'est tout simplement, on le fait chaque année, d'adapter donc le tableau des effectifs par rapport aux avancements de grade des agents, tout simplement. On en avait parlé. Je me souviens avoir indiqué qu'on était passé sur un taux d'avancement de 50% chaque année. Ça concerne, je n'ai pas fait le compte, mais je pense une vingtaine d'agents, ou 21, voilà. Et donc c'est simplement l'ajustement du tableau des effectifs par rapport à ça. Et après, on reviendra devant le conseil pour supprimer les anciens postes. Après, donc, bien sûr, avis de la commission administrative du comité du CT, du comité technique. Voilà, tout simplement. Pas de problème là-dessus, je suppose. Pas d'opposition, d'abstention. Merci beaucoup. Bon, là aussi, c'est un dossier que nous voyons chaque année, des dérogations au repos dominical avec Claire Marçal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, comme chaque année, vous l'avez dit, monsieur le maire peut par voie d'arrêté, autoriser les commerces de détail à déroger au principe du repos dominical, et ce, pour l'année suivante. Donc, quelle est la règle? La règle est assez simple. En fait, si le nombre de jours concernés est inférieur ou égal à 5, seul l'avis du conseil municipal est requis. Je suis peut-être un peu près. En revanche, si le nombre de jours concernés est supérieur à 5, l'avis du conseil municipal doit être précédé de l'avis de la communauté de communes. Donc la proposition du maire pour cette année est comparable à celle des années précédentes, avec de fixer à 5 le nombre de dérogations au repos dominical pour les commerces de détail pour l'année 2021. Et la deuxième proposition est d'arrêter les jours précis avant le 31 décembre de cette année pour l'année suivante, après consultation et après réception des requêtes des commerçants concernés. Voilà. Très bien, merci Claire. Donc oui, je l'ai dit, c'est un dossier que l'on connaît et qu'on aura donc à traiter chaque année. La position qui est la nôtre et qui est constante depuis plusieurs années maintenant, c'est effectivement d'aller jusqu'à 5, donc dérogation en considérant, parce que nous sommes une zone touristique, que de fait, ça concerne bien sûr les grandes surfaces, surtout que celles-ci sont ouvertes tous les dimanches matins, toute l'année. C'est pas comme les communes dont les grandes surfaces ou supermarchés sont fermés le dimanche, qui sollicitent souvent plus de 5 dérogations, ce qui n'est pas du tout notre configuration à nous. Voilà, ça c'était juste pour rappel un petit peu de la position qui était la nôtre sur ce sujet. Pour vous dire la vérité, et sans les nommer, ça concerne 3 établissements sur Cabreton. Voilà. Des questions là-dessus? Pas de problème? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Alors nous terminons l'ordre du jour avant les décisions par le rapport annuel d'activité 2019 de Max. Céline, on dit de Max, on ne dit pas de la Max. D'accord? C'est bien noté. Autrement, on va se faire gronder. Bien, alors vous voyez que bon, ce rapport, évidemment, on n'a pas le page voilà, de commentaires particuliers. Je pense que tout le monde l'a bien regardé. Il est largement diffusé. Peut-être pour certains d'entre vous, si vous souhaitez intervenir sur une des thématiques ou une des compétences de la communauté, de le faire. Je ne sais pas qui souhaite s'exprimer. Oui, Yves, très bien. Oui, merci. En tant qu'élu communautaire, mais aussi donc en tant qu'élu communautaire, je suis membre du conseil d'administration du CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. Et en cette année Covid, je voulais faire un petit point rapide qui est lié à ce rapport. Vous savez qu'il y a un large panel de personnes vulnérables ou fragiles sur le territoire, tel que c'est rapporté, que
le CIAS intervient pour toutes ces personnes, notamment les personnes âgées en perte d'autonomie, et avec un gros travail pendant la période sanitaire de cette année, et qui est le reflet du travail de l'année antérieure qui a été porté ici, avec des aides ménagères, des préparations de repas, de la livraison de repas, et les toilettes nécessaires au quotidien de ces personnes. Et j'ai été, en tant que membre du conseil d'administration, agréablement surpris de voir aussi tous les programmes de formation de ces aides à domicile. C'est-à-dire qu'on manque beaucoup sur le territoire de ces personnes pour pouvoir aller aider les gens, et de voir que le territoire s'engage à essayer de recruter et de former pour pérenniser le service en fonction d'une demande qui est plutôt en augmentation. Voilà. J'oublie pas aussi, à l'intérieur de ce CIAS, la gestion des aires des gens du voyage et l'accompagnement de ces familles. Et j'ai été aussi, et je dois le dire, parce que de temps en temps j'ai aussi quelques critiques sur Max, agréablement surpris de voir ce qui était fait pour ces gens du voyage, mais aussi de la réglementation qu'on impose sur ces aires de voyage pour que tout se passe au mieux au fil de l'année. Et les agents qui y travaillent, nous pouvons les en remercier. Voilà. Très bien, merci Yves. Louis Galdos. Un petit mot simplement pour donner l'idée des moyens qui sont donnés par la communauté de communes pour agir. 78 millions d'euros investis depuis 2014, sur lesquels plus précisément on a 25 millions d'euros qui sont investis sur la mobilité. Mobilité, je rappelle, c'est les voies douces, la voirie et le transport. Le port avec 2,7 millions investis sur le dragage du lac. La rénovation du mont Le Biasini, plus la rénovation aussi du nouveau marché aux poissons pour 600 000 euros. Et puis je vais aussi rappeler le développement économique où sur les zones d'activité, il y a plus de 1270 entreprises avec 6800 salariés. Et puis le dernier point, la partie sportive, l'investissement qu'il y a sur les 3 pôles, dont un pôle qui va être inauguré dans l'année 2021. Voilà, donc 2 millions d'euros par pôle, 6 millions. Voilà un peu quelques chiffres pour montrer ce dynamisme, mais qui est équivalent au dynamisme qui est notre communauté de communes. Parce que si j'ai des chiffres en tête, je crois que l'agglomération de Dax, c'est 52 000 habitants, donc je crois qu'on est 70 000 habitants, donc on est la plus grosse communauté de communes du département, mais aussi la plus dynamique. Bien, merci Louis. D'autres personnes souhaitent s'exprimer sur ce rapport? Non? Bien. Moi, je voulais simplement, pour terminer, dire que la communauté de communes est un partenaire des communes, que les intérêts de la communauté et des communes sont liés, puisque pour une raison très simple, c'est que nous vivons et nous partageons le même territoire. Ne serait-ce que ça. Alors bien sûr que, comme dans toute collectivité, il y a des choses qui sont perfectibles. La communauté, donc, avec le nouveau conseil communautaire, donc, met en place une nouvelle gouvernance, une nouvelle feuille de route à laquelle donc participeront, à l'élaboration de laquelle participeront donc les délégués communautaires au travers des ateliers. Et puis nous avons aussi, je dirais, des dossiers particuliers à Cabreton à engager et à faire aboutir avec Max. Elle n'a pas entendu. Elle fait exprès de ne pas entendre. Elle se cache derrière son masque. Alors ces dossiers, bien sûr, il y en a plusieurs, mais il y en a qui sont très importants pour nous et donc il faut mettre sur la table et sur lesquels il faut avancer. Et j'allais dire rapidement, même si les choses ne sont pas forcément toujours faciles et que ça prend parfois un peu de temps pour faire aboutir les choses, je citerai bien sûr, Loulou en a parlé, le dragage du port, la reprise, le confortement, la consolidation du quai Pompidou, du port, qui lui-même conditionne une opération de réaménagement de cet axe structurant et important qui fait la liaison entre le centre-ville, donc le port et les plages. Je citerai un dossier mobilité
sur lequel la communauté de communes travaille sur un schéma intercommunal de mobilité, mais quand je parle de mobilité, c'est aussi de la mobilité intramuros. Je n'oublie pas qu'on avait pris un engagement, on le tiendra, on va avancer sur ce dossier qui est celui d'un système de navette gratuite à l'année. Il faut qu'on avance sur ce sujet. Bien sûr, la voirie. Une communauté de communes, ce n'est pas un syndicat de voirie, mais on sait bien, toutes et tous, que la voirie, c'est très important pour l'ensemble des administrés. Et quand je parle de voirie, c'est au sens large du terme. Je n'oublie pas, bien sûr, les pistes cyclables. Et puis, on en a parlé, la zone artisanale. Et d'une manière générale, où là, il faut effectivement focaliser les efforts, y compris les efforts financiers. Et puis, au-delà, le développement économique. Voilà, donc autant de sujets importants, j'en oublie certainement beaucoup, mais qui constituent, je dirais, voilà, le cœur du travail et des actions que nous avons à mener avec la communauté. Voilà. Ce que je souhaitais vous dire. C'est bon? On n'a pas d'autres interventions? Eh bien, donc, je crois qu'il faut délibérer, me semble-t-il. Non, il n'y a pas de vote apparemment, donc acte. Voilà, nous avons donc épuisé l'ordre du jour. Je ne sais pas pourquoi je me sens pressé de regagner vos pénates pour être devant le poste de télévision à 19h55, c'est ça? Hein? Alors, sur les décisions, est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation aucune. Oui, monsieur Larieux. J'ai une question sur la décision 145. Quand est-ce qu'on aura l'analyse de la casse au niveau du bypass? L'analyse au niveau de la réparation qui est prévue sur la décision 145. Jean-Luc, tu veux répondre? Ouais. Merci. Alors, donc vous savez qu'on a eu cette casse sur le bypass, c'était donc fin juin, juste avant la fin de la campagne. Ce qu'on a pu constater, c'est effectivement quelque chose qui n'était pas très loin du quai. Nous avons, avec les services techniques, lancé une consultation pour être assisté par un bureau d'études et une maîtrise d'œuvre. Donc nous avons choisi le cabinet Sérénis de Bordeaux, qui est un spécialiste des activités en milieu marin. Et donc nous avons un calendrier d'investigation et de réparation. Donc dans un premier temps, ils ont lancé, donc le cabinet a lancé donc des investigations externes pour refaire l'histoire de ce tuyau qui a été installé dans le canal en 2007, donc il a maintenant 13 ans. Donc il fallait absolument repérer l'emplacement exact de ce tuyau qui est enfoui à peu près à 2 mètres de sable dans le fond du canal. Donc cette première opération de repérage du tuyau, son histoire, les matériaux, etc., c'est fait. Il nous faut maintenant engager une auscultation interne, donc par une caméra, et donc il y a une campagne de mesure qui est prévue la semaine prochaine. Et donc on aura des éléments à la fois externes et internes sur la nature des dégâts, en espérant qu'on ira jusqu'au niveau de la fuite, sachant que le tuyau est probablement en plein de sable, donc ça sera un peu compliqué. Tout état de cause aujourd'hui, on pense que le dégât est plutôt dans un coude, c'est-à-dire que le tuyau descend droit le long de la jetée, et ensuite il y a 2 coudes à 45 degrés, et c'est probablement le deuxième coude à 45 degrés sur lequel il y a des dégâts. Donc on part sur cette hypothèse-là, sachant que dès lors qu'on aura des éléments de l'auscultation interne, on y verra un peu plus clair. Toujours est-il que le cabinet, enfin le bureau d'études a proposé un schéma de réparation, donc qui va consister à mettre un bâtard d'eau à peu près éloigné de près 3 mètres par rapport au quai. Donc c'est une opération un peu délicate qui va nécessiter des travaux lourds avec des moyens un peu compliqués, notamment une grue de plusieurs dizaines de tonnes qu'il va falloir installer sur le quai. Le calendrier qu'on a imaginé pour la réparation
en fonction du niveau de marée et en fonction de la prochaine campagne, c'est plutôt la deuxième quinzaine de février, voire la deuxième quinzaine de mars. Ça dépend des... Il faut qu'on choisisse notre créneau pour qu'on soit dans une situation climatique acceptable. Il faut auparavant faire des études de sol. Donc voilà le calendrier, et l'objectif est de faire une réparation. Donc il dit réparation, donc couper là où il y a eu un incident, réparer par du manchonnage. Enfin, les différents scénarios aujourd'hui sont proposés par le bureau d'études. Le montant des travaux est estimé aujourd'hui à 400 000 €. Voilà, sachant que la canalisation en 2007 a coûté à peu près 700 000 €. Donc vous voyez, c'est une réparation. Le bout de tuyau ne coûte pas cher, mais c'est toute l'installation autour qui va coûter excessivement cher. Et c'est une réparation extrêmement compliquée, donc très technique. Donc dès qu'on a légèrement plus de pression, on va lancer les consultations pour la réalisation à la fois du bâtard d'eau et de la réparation. Voilà, donc pour l'instant on est dans le calendrier qui nous permettrait de réengager la campagne du bypass à partir d'avril, comme on le fait chaque année. Alors le montant va être intégré au plan quinquennal de gestion de cette côte, donc il est subventionné à 80%. Donc a priori, d'après les premiers éléments qu'on a, le FEDER ne mettrait rien, mais par contre c'est la région qui suppléerait donc, au financement. Donc je peux même vous donner quelques chiffres un peu plus précis. Hein. Jean-Luc, je crois que on est sur un niveau déjà de... Voilà, non, sur un niveau de d'explication qui va très au-delà de la question qui était posée. Mais je vois que c'est un sujet qui te passionne et je ne doute pas complexe, que vous en parlerez en commission. Bon, donc ce qu'il faut retenir, pardon Jean-Luc, ce qu'il faut retenir c'est de manière estimative à 400 000 €, mais intégrés dans la stratégie, donc, dont on peut attendre effectivement toujours 80% de subventions a priori. Et bien sûr l'objectif, même si c'est compliqué techniquement, c'est d'être prêt pour la campagne 2021. C'est ça? Vous avez bien résumé, monsieur le maire. Et si vous souhaitez échanger sur le sujet avec Jean-Luc Achard, il n'y a pas de problème, il est à votre disposition. Louis Galdos. Petite précision, puisqu'on était sur un rapport d'activité de Max, bien sûr, la commune est maîtrise d'œuvre de la communauté de communes, sur ce plan-là, financièrement aussi. Bien, voilà. Oui, Madame Dufault. Une petite question de curiosité. Sur la décision 160, évidemment, nous ne pouvons que nous féliciter de la mise à disposition à titre gratuit de la salle pour l'association des parents d'élèves. Je voulais savoir si c'était une première demande de cette association, parce que je n'avais pas eu connaissance les années précédentes, ayant été parent d'élèves il y a quelques années. On n'avait pas cette chance, donc je voulais savoir si c'était une première demande. Alors, on ne l'avait peut-être pas demandé à l'époque d'ailleurs. Céline Fournier. Alors, en fait, je vais répondre succinctement. Alors, l'APE a mis en place des cours d'anglais et jusqu'ici utilisait la salle du conservatoire, la salle de musique, et une salle municipale le mercredi matin. Mais suite à la fermeture de classe au mois de septembre, il y a eu une classe de libre, donc il y a eu une demande, et comme cette classe n'était pas utilisée à ce moment-là, on a plutôt été favorable à permettre aux enfants de l'école de pouvoir aller directement à l'anglais depuis le même lieu. Voilà. C'est bon? Oui? D'autres interventions? Oui, Yves Trézière. Oui, juste une petite correction de copie à la décision 150, suite à une remarque de Bernard Calès en commission. Il est mentionné à la fin de la décision 150, le montant de la prestation à la journée est fixé à 315 €, c'est le montant de la prestation mensuelle, ce qui est plus encore en coordonnée avec la vacation mensuelle qui est à la ligne d'acte. Voilà. Donc il faudrait rallier à la journée et remplacer par mensuel. Merci. Merci pour cette précision. D'autres interventions? Non? Bien. Le groupe d'opposition a posé quelques questions. Je vais y répondre. Vous me permettrez de le faire un peu rapidement. Tout d'abord, la première question posée sur la concertation avec les commerçants sur, d'une manière générale, les sens de circulation et les stationnements. Nous avons assisté avec Claire Marsal à la dernière assemblée générale de l'Union des commerçants du centre-ville,
c'était il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, où le sujet, je pense que c'est de ça dont vous vouliez parler, du double sens des arrêts marines a été évoqué très largement, je crois. Hein. On était nombreux autour de cette table-là, et effectivement, c'était un sujet qui aujourd'hui est, comme on dit, sur la table. Les enjeux sont multiples, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Les enjeux sont multiples, les demandes pas toujours forcément convergentes. Je rajouterai aussi le sens, pardon, pas le sens, mais la période de fermeture à la circulation de la rue du Général de Gaulle, où là aussi il y a des demandes qui viennent des commerçants, mais ils ne sont pas manifestement tous d'accord sur ce sujet. Simplement pour dire que on est en cours de réflexion, il faut aussi de la concertation, parce que bien sûr les commerçants, mais les riverains sont aussi directement concernés, et donc après cette phase de concertation, sachant qu'on a déjà le point de vue bien sûr des commerçants, eh bien ce sujet viendra devant les commissions concernées pour prise de décision, et il faudra le faire rapidement. Oui, Monsieur Canès. Oui, je vous remercie de cette introduction. On est comme vous fortement intéressé par le développement des activités commerciales dans le Cabreton et dans le centre-ville. Donc on a rencontré à plusieurs reprises deux groupes de 2 ou 3 commerçants. Je sais qu'ils vous ont interpellé et je sais que pour certains vous avez reçu. Le premier groupe est dirigé ou emmené plutôt par le pharmacien, vous savez, qui est au début de la rue des Allées Marines et qui était, il était impacté très fortement dans les travaux, mais ça il savait que pour faire les travaux, il y a forcément des contraintes. Par contre, une fois que les travaux étaient finis, la mise dans un sens unique des Allées Marines a impacté directement son chiffre d'affaires et celui du kiné qui est à côté. En plus, le fait de ne pas avoir d'arrêt minute devant son activité commerciale est quelque chose de fortement handicapant. Donc, compte tenu des commentaires que vous avez faits sur la position quasi unanime des commerçants de revenir à un double sens, c'était le sens de ma question, de savoir quelles orientations va-t-on prendre ou quelles décisions va-t-on prendre pour essayer j'ai dit dans ma question, de maintenir ou de pérenniser cette activité, parce qu'à une époque, je sais que l'activité de la pharmacie et du kiné posait vraiment des questions, il y a même eu des légères conséquences sur l'emploi de ces entreprises-là. Donc c'est vraiment une inquiétude forte de la part de ces deux commerçants. Alors, je termine mon commentaire. Et un autre secteur qui est également très préoccupant, alors il y a une chose qui est très intéressante, c'est que le début de la rue Gabarra, vous avez vu, commence à se développer d'un point de vue commercial. Il y avait déjà le lunetier Vitonato, il y a en face une boucherie qui s'est installée et qui commence à marcher très bien, et puis bientôt on va avoir un Carrefour Express, me semble-t-il. Or, vous aviez rencontré le boucher d'Énoil et M. Vitonato, qui vous demandaient d'avoir au devant de leurs 2-3 commerces, 1 ou 2 ou 3 arrêts minutes, de manière à faciliter l'arrêt des clients qui venaient chez eux, puisqu'ils arrivent par la rue Gabarra. Donc ça fait plusieurs fois que j'y passe, et effectivement, devant chez eux, il y a une zone qui est interdiction de stationner, alors qu'il y a livraison dessus, et encore ce matin, il y a des véhicules qui stationnent en permanence, ce sont des fameuses voitures ventouses dont vous voulez quand même essayer d'éviter la perturbation. Donc là-dessus, je trouve que ce serait pas mal de leur permettre d'avoir à disposition, non pas toute la rue, ce serait logique, mais au moins 2-3 places arrêt minute qui leur permettraient de maintenir et de développer leur activité. Ce matin, quand je suis passé, il y avait une énorme camionnette devant. Donc, non seulement elle occupait la place, elle était restée toute la journée, mais en plus, elle barrait complètement la vue de la boucherie. Donc, j'imagine les commerçants qui essayent de développer, c'est quand même relativement stressant et difficile. Donc, je pense que ce serait bien d'essayer de les soutenir. Cette rue est en train de démarrer et ça donnerait vraiment un axe commercial qui serait intéressant, qui permettrait de rejoindre la Poste et l'autre rue commerçante. Voilà. J'étais un peu long, mais je sais que ces deux sujets-là, ils nous tiennent à cœur. Je sais que l'activité commerciale est aussi quelque chose à laquelle vous tenez. Et nous souhaiterions que ces deux sujets-là soient considérés avec une grande attention. Alors, ils le sont, ils le seront. Nous avons, donc je l'ai dit, nous étions présents au moins au début de l'Assemblée générale donc des commerçants du centre-ville. Nous avons entendu ce qu'ils nous ont dit. Un compte rendu a été fait qui confirme effectivement leur position, même si une fois de plus, elles ne sont pas toutes, partagées. Bon. J'ai reçu
Nous avons reçu avec l'air également M. Ducassou, le pharmacien, dont je connais, ce n'est pas la première fois que je le vois, hein, dont je connais la position et la situation. Je pense qu'il faut aussi s'interroger, peut-être, il m'a fait part effectivement de la perte de fréquentation hein, de sa pharmacie. Bon, il y a peut-être d'autres raisons qui expliquent ça. Peut-être, je n'en sais rien, mais que certainement le sens unique peut y être aussi pour quelque chose. Et puis sur la rue Gabarin, nous avons aussi, j'ai aussi reçu l'opticien et qui a effectivement exposé la demande que vous avez précisée. Là-dessus, ça me semble quand même assez évident, de la nécessité de place minute. Après, il faut les conjuguer, on va voir avec la police municipale pour en faire aussi des places sur un créneau déterminé, des places de livraison, hein, dont les commerces ont aussi besoin, mais ça me semble assez évident, effectivement. Donc ça veut dire qu'après, lorsqu'on met en place des places minutes, il faut derrière contrôler. Voilà. Donc sur ce sujet, je pense qu'il n'y aura pas, voilà, il n'y aura pas de soucis particuliers. Et puis donc nous réfléchirons et nous ferons des propositions qui passeront pour les commissions pour les années marines. Voilà. Donc, mais on a aussi, c'est un peu raccourci hein, quand on dit ça, quand on a cette discussion qui est un sujet important pour les commerçants, je le sais, mais il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et nous avons aussi besoin de prendre l'avis des riverains, quand même. Voilà. Donc on reviendra rapidement sur le sujet. Le second donc porté oui, sur le recrutement du directeur des services techniques, directeur adjoint, où vous nous demandez de connaître les conditions de mise en concurrence s'agissant du cabinet Randstad qui a été retenu. Alors là, on en avait déjà parlé de ce sujet, c'est simple aussi. Je rappelle qu'en dessous, que le coût de la prestation que j'avais précisé au conseil municipal précédent, comme je m'y étais engagé 8 500 € hors taxe, est très en dessous du seuil des 40 000 €, au-delà duquel on est obligé de faire de la publicité et de lancer une consultation. Nous savons très bien que c'est le coût d'une prestation de ce type-là, que c'est même souvent, et on l'a vérifié auprès d'autres cabinets à qui on a demandé et qui étaient plus aux alentours des 10 000 € voire plus, et que si nous avons retenu, donc comme nous l'avions dit, le cabinet Randstad, c'est parce que c'est un cabinet aussi qui est spécialisé sur les profils, je dirais, d'emploi technique qui nous a paru intéressant, et c'est parce qu'aussi il y a des clauses dans le contrat que nous avons trouvées aussi très intéressantes, comme celle notamment de la clause dite de garantie de 7 mois, qui fait que 7 mois après l'embauche, si les choses se passent mal ou si l'agent quitte la collectivité, eh bien le cabinet reprend, sans surcoût, reprend donc ou remet en place, je dirais, une recherche de candidats à nous proposer. Voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas été au-delà. Vous me demandez, c'est quand la visite des élus, ou la présentation des élus, pardon, au personnel communal, l'idée c'était de faire comme on fait à chaque début de mandat un petit peu le tour des équipements communaux. Le contexte Covid étant ce qu'il est, et malheureusement, je pense, appelé à durer, personne ne sait aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile. Donc peut-être, je n'en sais rien, qu'il faut l'organiser sous des modalités différentes. À voir. Et enfin, et pour terminer, donc, où en est-on du local dédié donc au groupe d'opposition? Alors, une autorisation d'urbanisme à déposer, on est en attente de menuiserie donc spécifique. Ce qu'on me dit, c'est que quand est-ce qu'on peut espérer la livraison du local? On me dit dans quelques semaines. Bon, c'est un peu vague, quelques semaines. Dans quelques semaines. Ce que je vous propose en tant que de besoin, je pense qu'on sera
début décembre, décembre, oui, certainement, fin d'année, c'est de mettre à votre disposition, si vous le souhaitez, vous savez, la salle de réunion de Tegekop, à côté de la police municipale. Donc, en tant que de besoin, n'hésitez pas à formuler une demande auprès du secrétariat général, qu'on cale bien ces choses-là. En attendant, si ça vous convient. Voilà. Avant de clôturer cette séance, je voulais parler des recours. 2 recours, vous le savez, donc, qui avaient été formés, déposés. Le tribunal administratif de Pau, donc, a rendu son jugement. C'était le 7 octobre. Nous connaissions bien sûr le dispositif de ce jugement. Le dispositif du jugement, c'est le sens du jugement avant qu'il ne soit effectivement rendu. Nous connaissions donc le sens de ce jugement depuis le 30 septembre. Donc le jugement a été rendu, nous l'avons récupéré, comme vous, lu attentivement ses attendus, et ce que je peux dire moi, c'est que le jugement est sans appel. Le jugement est sans appel. Tous les moyens soulevés et invoqués dans les 2 recours, c'est-à-dire les griefs, ont été soigneusement et minutieusement rejetés, écartés par le tribunal, tous, les uns après les autres. Les attendus du jugement sont précis, très précis, circonstanciés, et qui manifestement résultent d'une instruction très approfondie de la part des juges. Le jugement fait 16 pages. Je crois que c'est à peu près inédit. Ce qui est important, c'est que ce jugement, donc, qui rejette d'un bloc les 2 recours, atteste de la, comme on dit, de la sincérité du scrutin et consacre la sincérité du scrutin, c'est-à-dire l'exactitude des résultats de l'élection. Bien sûr, je m'en félicite, mais pour ce qui nous concerne, nous n'avons jamais douté de l'issue de ces 2 recours. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Oui, Monsieur Schneider, oui. Peut-être... Oui, merci Monsieur le maire. Oui, je n'ai pas l'intention de rentrer dans une polémique déplacée, surtout sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Compte tenu de l'importance de l'enjeu pour l'ensemble des Cap-Bretonnais, il est indispensable de s'en remettre au jugement d'appel du Conseil d'État. Alors tout d'abord, je vous rappelle que l'appel constitue une des garanties fondamentales de tout citoyen de ce pays, quel qu'il soit. Et d'autre part, je rappelle aussi que la qualité des analyses et des décisions du Conseil d'État en matière de contentieux électoral est très importante. Voilà pourquoi il y a appel. Et puis, je voulais donc vous faire part de ce qui n'est pas une analyse, mais de ce qui est une simple constatation. Pour notre part, nous attendons donc le jugement définitif et nous l'attendons avec une grande sérénité. Je vous remercie. Bien. Monsieur Schneider, si je comprends bien, donc vous confirmez qu'un appel du jugement sera fait. J'allais dire, vous verrez bien, mais quand vous parlez vous avez dit, ce jugement est sans appel, s'il y a une possibilité d'appel. Je n'exclus pas que nous ayons recours à cette possibilité. Très bien, Monsieur Schneider. Quand je disais sans appel, vous l'avez compris, c'était quelque part en jeu de mots. Quand je disais sans appel, c'était dans les attendus du jugement. Non, j'avais parfaitement compris quel était le sens de votre phrase. Je ne pense pas que vous défendiez, vous croyez que notre système judiciaire pas du tout. n'a qu'un degré de juridiction, oui. Bien sûr. Mais c'était bien ce que vous vouliez dire,
qu'un appel était parfaitement inutile. Eh bien non, nous ne sommes pas forcément d'accord avec ce jugement. Là aussi, c'est un jeu de mots. Bon, chacun apprécie la situation. Moi, ce que je peux dire pour clôturer, effectivement, je me sens revenu déjà à les discussions que j'avais avec M. Mackowiak au conseil précédent. Hein. On va attendre le jugement. Donc on est replacé à nouveau dans cette situation avec une nouvelle procédure, une de plus, qui s'enclenche. Je voulais dire que l'information que j'ai donnée, elle est peut-être en dehors, je dirais, de l'ordre du jour du conseil, mais les questions que vous avez posées aussi, et c'était une information donnée aux Cabretonnaises et Cabretonnais, ce qui me semble la moindre des choses. Pour terminer, je dirais simplement, donc on verra bien hein, si, vous persistez dans les procédures. Pour ce qui nous concerne, nous sommes au travail pour faire avancer les dossiers de Cabreton, c'est notre ambition et c'était notre engagement auprès des électeurs. Voilà. Sur ce, la date du conseil prochain n'est pas encore fixée. Je vous remercie pour votre participation, votre présence et votre participation. Bonne soirée.